Bon, on va commencer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et puis, je suis content. Donc c'est Simon Azoulay qui vous parle, président de l'Association franco-chinoise de développement commercial partagé. Donc, on a organisé ce webinaire pour parler de l'attractivité des territoires chinois, des différentes caractéristiques des territoires que l'on va présenter et avoir une approche un peu comparative dans un deuxième temps avec nos invités qui sont présents avec nous. Donc on va commencer tout de suite avec Jing qui représente le fameux parc d'activités technologiques de Zhongguancun en France. Donc le parc Zhongguancun, c'est l'équivalent chinois de la Silicon Valley. C'est là où est implanté Baidu. C'est un parc extrêmement puissant et qui va aider les entreprises, notamment les startups technologiques, à progresser. Voilà, Jing, je te laisse la main pour la suite. Oui, merci Simon d'avoir invité pour ce webinaire. Oui, voilà. Pour partager l'écran avec tout le monde. Vas-y, tu peux y aller. Oui, bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très heureux de vous joindre aujourd'hui pour ce webinaire, de présenter un peu l'écosystème de Pékin. Donc, parce que moi, je m'appelle Jing. Donc, je travaille pour le Zhongguancun Science Park. C'est le centre d'innovation plus grand en Chine. Et donc, il est situé dans le district de Haidian de Pékin. Et donc, Simon, tu peux passer pour le prochain slide. Merci. Donc, déjà, Pékin, c'est la capitale de Chine. Déjà. Donc, et maintenant, on dit que Pékin, c'est aussi la capitale de l'icône, parce que quand on parle d'innovation, de la technologie, startups, on compte toujours le nombre de l'icône. Et les chiffres de l'an dernier, en 2019, on en a déjà plus de 80 icônes à Pékin, notamment dans Zhongguancun. Je vais vous présenter quelques exemples un peu plus tard. Donc, Pékin rassemblait des centres de R&D, des universités, des unités de fabrication d'ordinateurs et de téléphones portables et d'éditeurs de logiciels ainsi que les grands acteurs de télécom. Le cas de Zhongguancun à Pékin est représentatif de l'ambition affichée du développement de ces zones. Donc, Zhongguancun, c'est la zone spéciale de démonstration nationale pour l'innovation et pour le développement des talents. Donc, c'est établi initialement à l'ouest de Pékin. Donc, c'est comme je vous ai présenté, c'est le district de Haidian. Donc, à l'image de Silicon Valley chinoise. Mais l'ambition pour Zhongguancun, c'est pas devenir un Silicon Valley chinois, mais devenir vraiment un Zhongguancun dans le monde. Donc, Zhongguancun est le hub chinois incontournable dédié aux technologies de pointe. Et Zhongguancun, concentré d'une part d'activités de recherche en accueillant des universités chinoises de premier rang, telles que l'université de Pékin, de Tsinghua, ainsi que des instituts renommés dont certains sont rattachés à l'Académie de sciences en Chine. Et donc, au total, la zone compte une quarantaine d'universités et d'écoles de premier rang, auxquelles s'ajoutent aussi plus de 200 institutions de recherche, ainsi que 67 laboratoires clés de l'État. Donc, plus de 20 000 entreprises IT
peuplées dans la zone de Zhongguancun. Et les activités de ces différentes structures sont étroitement liées l'un aux autres. Donc aujourd'hui, on dénombre 92 licornes implantées dans la Zhongguancun. Donc parmi eux, je peux vous citer donc ByteDance. Donc c'est la société mère de TikTok, de Jingzhi Toutiao. Et aussi Didi, donc c'est équivalent à Uber, à Uber aux États-Unis et en Europe. Et aussi Dazhong Dianping et Meituan, c'est comme la fourchette en France. Et ce genre de l'icône, je peux citer plus d'une vingtaine. C'est très, très connu dans le monde maintenant. Et parmi eux, le top 10 de l'icône actuellement, il y en a 3 dans Zhongguancun. Et à part de ces icônes-là, on peut aussi compter les grandes entreprises de IT, par exemple Baidu, Jingdong, Lenovo, et aussi beaucoup de grandes entreprises, ainsi que les entreprises internationales qui sont plantées dans Zhongguancun. Donc Zhongguancun, c'est vraiment un des tout premiers écosystèmes d'innovation maintenant au monde. Je vous parlais de tout ça, c'est vraiment de vous présenter comme dis-je, vous avez une idée pour Zhongguancun parce que dans l'innovation, on dit que l'effet de synergie est très, très, très important. Donc, dans Zhongguancun, on a si nombreux d'entreprises de technologie ainsi que les grandes écoles et universités, instituts de recherche et aussi les talents, les experts. Donc, c'est pour cela que je vous invite vraiment les startups français qui veulent développer leur business en Chine. Ça doit être commencé ici à Paris. Donc, et maintenant, plus d'un tiers d'entreprises de AI en Chine sont situées à Pékin aussi. Donc, voilà, Zhongguancun, c'est le hub incontournable de l'innovation de pointe chinoise. Mais pour l'instant, les startups français, ils sont encore très peu nombreux. Donc, je vous invite vraiment de regarder et suivre les actualités de Zhongguancun. Et Simon, tu peux m'aider à passer le suivant slide? Oui, c'est. Je suis sur la bonne. Alors une petite question, Jing. Quels avantages alors vous pouvez fournir aux startups françaises qui veulent s'installer à Zhongguancun? Oui, tu peux monter un slide au-dessus. Voilà. Voilà. Et encore une. Voilà, là, vous pouvez voir, on a proposé de différents services, et notamment en 2018. Ça, c'est vraiment le cas pour les coopérations entre la France et la Chine, parce que la présidente de l'île de France, Valérie Pécresse, a nous visité en 2018. Et à l'occasion, on a signé une convention de coopération entre l'île de France et Zhongguancun. Donc, c'est dans ce cadre de coopération, on va aider les startups français qui veulent s'implanter en Chine, notamment à Pékin. Et dans l'autre sens, on va aussi faire venir des startups et des licornes chinoises venir développer leur business en l'île de France. Et aussi, tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Ouais.
Donc là, c'est quelques petits exemples pour nous, parce que moi, je réponds aussi innover. Innover, c'est entre le même esprit que la station F en France. Donc, c'est une avenue à piétons, 500 mètres de longueur. Donc, on a incubé plus de 3000 startups depuis notre création en 2016. Donc là, pour vraiment les startups étrangères, on en a un endroit idéal pour eux d'y installer et on va proposer des différents services, des aides pour le visa, pour les procédures d'ouvrir le bureau et des procédures pour la propriété intellectuelle excédent. Et on va aussi organiser des pitchs, des rencontres et des événements. Et aujourd'hui, je veux aussi inviter, parce que c'est l'ouverture d'un très, très grand événement, Zhongguancun Forum. C'est lancé depuis ce matin pendant 4 jours. Il y aura plus de 20 forums parallèles dans les 4 jours suivants. Et on a invité beaucoup de prix Nobel, prix Fraise, prix Turing et aussi des intervenants de différents pays, des représentants de différentes institutions et ils vont parler d'innovation, parler de coopération, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à suivre les actualités de Zhongguancun et Zhongguancun Forum. Voilà. Merci Ding pour cette présentation. On va passer à Hangzhou avec Michael. Voilà, Michael, si tu es prêt. Ouais, je suis prêt. Tu m'entends? Alors, je t'entends bien. Je pense que tout le monde t'entend bien. Je vais mettre ta présentation et tu peux y aller. Ça marche. Tu peux passer à la deuxième slide, s'il te plaît? Ok, donc je vais vous parler de Hangzhou. Donc c'est peut-être une ville un peu moins connue que Pékin. Donc effectivement, c'est pas tout à fait le même niveau, mais on verra que c'est une ville qui justement essaye de se rapprocher du niveau de Pékin. Donc où est Hangzhou? Donc c'est à côté de Shanghai, dans le delta du Yangtze. Donc c'est une zone qui fait 220 millions d'habitants et qui représente 25% du PIB chinois, donc pour seulement 6% de la population. Et peut-être que vous le savez, la Chine essaye aujourd'hui d'avoir une stratégie d'intégration donc de super grandes régions. Et Hangzhou est un des piliers donc, du delta du Yangtze. Donc elle a un PIB de 190 milliards d'euros, une croissance de 6,8%, population de 10,4 millions d'habitants. Et c'est une des villes qui gagne le plus d'habitants en Chine ces dernières années, avec un revenu disponible moyen donc, de 60 000 RMB par an. Donc ça fait, je pense, à peu près 8 ou 9 000 euros. Faut voir qu'il y a quand même de grosses disparités. Donc ça fait quand même une très grosse classe moyenne et une importante classe moyenne aisée dans la ville. Donc c'est une ville qui est réputée pour sa qualité de vie, une ville shan-shui, donc à Montagnevo, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et donc son économie repose principalement sur le secteur privé et le secteur digital. Et donc on va voir comment elle essaye de développer son secteur digital dans le slide prochain. Faut bouger ou pas? Merci. Et voilà, donc c'est la ville qui est, d'après les rapports, a le plus haut potentiel de Chine en termes d'économie digitale. Donc elle a une domination assez totale dans l'e-commerce puisque c'est le siège d'Alibaba. Bon, après, même s'il y a certaines. Mais bon, c'est une ville qui est très importante dans l'e-commerce et
mais qui est également présente dans le cloud, l'intelligence artificielle, le big data, le logiciel, etc. En fait, l'économie digitale représente entre 15 et 25% du PIB de la ville, selon la façon dont on compte l'économie, on considère voilà, les entreprises qui font partie de l'économie digitale. Donc les entreprises majeures, c'est surtout principalement Alibaba, donc Alibaba et ses spin-offs, parce qu'en plus de l'e-commerce, elle a créé un spin-off qui s'appelle Alipay pour les paiements en ligne, donc avec 1 milliard d'utilisateurs. Ant Financial, donc qui fait des prêts entre particuliers en utilisant la blockchain, etc. Donc avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Cainiao qui fait de la logistique, donc en utilisant le big data pour la logistique, etc. Un peu comme ce que fait Amazon. Et voilà. Il y a également d'autres grandes entreprises puisque voilà, c'est le secteur privé très fort. C'est la ville en Chine qui compte le plus d'entreprises privées dans le top 500. Donc on peut parler notamment de NetEase et de Hikvision. Voilà. Est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît, Simon? Voilà, mais l'écosystème n'est pas encore tout à fait complet, puisque il y a voilà, donc il y a Alibaba, il y a d'autres très grandes entreprises, il y a pas mal de startups, puisque voilà, il y a une vraie stratégie pour développer l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup de startups, on verra les stratégies qui sont mises en place pour les aider. Mais la ville manque un peu donc de grosses ETI d'entreprises de taille intermédiaire. Et voilà. Et sinon, pour finir sur l'économie digitale, tout de suite, on verra que il faut prendre en compte le fait que l'environnement technologique de la Chine et l'environnement social en fait est favorable à certains types d'innovations, tels que dans le paiement électronique, dans la blockchain, et au niveau de la smart city avec le city brain, le code vert, puisque bon, les règles de surveillance, etc. ne sont pas les mêmes. Donc ça permet voilà, aux entreprises de Hangzhou d'être très fortes sur certains types d'innovations. Voilà, donc maintenant on va passer dans le prochain slide. On va voir donc la stratégie pour faire en sorte que Hangzhou devienne la première ville en termes d'économie digitale en Chine. Donc c'est une stratégie, c'est un plan tripartite, donc il y a à la fois donc, la digitalisation de l'économie, parce que là je me concentre sur l'économie digitale, mais c'est une ville qui est assez forte aussi sur l'industrie manufacturière de haut niveau. Donc il y a un plan un peu comme ce qu'ont les Allemands avec l'industrie 4.0, d'ailleurs qui est inspiré, qui est donc voilà, d'utiliser de plus en plus le digital dans l'industrie pour être plus compétitif. Il y a également un plan donc, de développer l'industrie digitale, donc avec l'économie de l'Internet, etc. Et il y a aussi un plan donc, d'aller vers une vraie smart city, donc en utilisant le digital pour les services gouvernementaux. Donc il y a des objectifs chiffrés. Voilà, donc, leurs objectifs, c'est d'atteindre 1200 milliards de yuan de PIB digital. Voilà, que les entreprises dans le digital et 8% de R&D, etc. Donc il y a des objectifs également de demande de brevets. Ça marche comme ça en Chine. Mais au-delà des chiffres, il y a un véritable support gouvernemental, donc avec des subventions très fortes pour les entreprises et les talents. C'est quelque chose sur lequel on va revenir. Donc les talents, donc les villes chinoises essayent vraiment de cibler les talents pour l'innovation. Donc on va voir les politiques qu'elles proposent pour ça. Et elles utilisent également donc, les marchés publics, bien sûr, pour soutenir les entreprises locales. Il y a une très forte coopération entre le gouvernement qui est très pro-business, les entreprises et les universités qui créent notamment des centres de recherche ensemble, etc. Les universités qui sont également très business, puisque les professeurs n'hésitent pas à créer leurs propres entreprises. Et voilà, donc il y a une grosse émulation à ce niveau-là, et donc des projets industriels majeurs qui sont lancés pour en fait créer des effets dynamiques. Sur le terrain, au niveau donc de ce plan, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a de très grandes zones de développement qui vont compter parfois plusieurs centaines de milliers d'habitants. Sur ces zones de développement, il va y avoir des politiques un peu spécifiques par rapport aux autres zones, donc voilà, avec des impôts moins élevés, etc. Et pour ensuite avoir les effets de synergie dont on parlait Jean avant, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des micro-zones spécialisées à l'intérieur de ces grandes zones de développement. Donc, par exemple, dans la zone que j'étudie, c'est la Future Sci-Tech City, donc où se trouve Alibaba. Ils ont créé une zone qui s'appelle Dreamtown, donc qui est spécialisée sur l'économie de l'Internet. Ils ont créé une zone blockchain, qui est spécialisée sur la blockchain. Et à chaque fois, donc, il y a des concours les entreprises qui veulent entrer dans ces zones sont soumises à une sélection. Donc, elles doivent être à la fois performantes et en plus donc, être dans ce secteur. Et si c'est le cas, si elles réussissent la sélection, elles vont bénéficier d'aides très importantes. Et voilà, ils prévoient de créer beaucoup plus de ces microzones. Et les incubateurs jouent également un rôle très important, donc comme à Zhongguancun.
Et voilà, donc c'est ce qui se passe souvent, par exemple, à Dreamton. Vu que c'est de l'économie de l'Internet, ils veulent des business models qui aillent vite. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une sélection donc, pour voilà, attirer des startups. Une fois qu'une startup arrive, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont lui faciliter la vie. Donc, ils vont offrir des logements aux fondateurs et aux principaux membres de la startup. Ils vont leur offrir des bureaux gratuitement pendant quelques mois. Ils vont leur offrir également un soutien légal, voilà, tout ce qui est les services à l'entreprise, voilà, c'est légal, financier, etc., comptable. Et également, ils vont investir dans l'entreprise. Et le gouvernement peut également, à travers des guidance funds, donc aider ces startups donc en investissement eux-mêmes et en prenant en premier les pertes pour inciter, enfin en ayant des parts juniors, on va dire, dans les entreprises, pour inciter les acteurs privés à investir. Et voilà. Mais par contre, donc dans une zone comme Dreamtown, donc les incubateurs laissent seulement 6 mois aux entreprises pour développer leur business plan. Si au bout de 6 mois, il n'y a pas de progrès notable, elles doivent partir. Donc voilà, donc, on parlait des types de subventions. Donc en fait, on va pas, je peux pas, sans rien de vraiment rentrer dans le détail parce que c'est toujours au cas par cas. Mais donc, ce qui se fait très souvent, en tout cas ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau du foncier, ils sont très arrangeants, donc au niveau pour les startups et les entreprises, enfin, ils n'hésitent pas à, voilà, à fournir des bureaux à un prix modique, voire gratuitement pendant jusqu'à 3 ans souvent. Ils fournissent également donc, des appartements pour les talents de certaines entreprises. Si c'est vraiment des entreprises qu'ils ont ciblées, ils vont fournir donc, des appartements avec un loyer gratuit. Ou alors, ils peuvent autrement, pour attirer des talents, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont également des subventions. Donc voilà, si vous avez par exemple un bachelor, vous allez travailler dans cette zone-là, vous aurez des subventions pour vous aider à payer le loyer. Parce que les loyers quand même en Chine sont très élevés. Voilà, donc il y a également évidemment donc, des remises d'impôts pour les entreprises. Encore une fois, ça se fait au cas par cas, mais de façon générale, pour les entreprises technologiques, elles payent seulement 15%, voire souvent les premières années, elles ne paieront rien. Enfin, ou alors, elles payeront l'impôt et ensuite l'impôt leur sera reversé, par exemple sous forme d'aide au financement, enfin non, de crédit d'impôt recherche, je veux dire. Il y a également donc, des aides au financement dont je parlais, donc voilà, pour inciter les acteurs privés à investir. Le gouvernement va également investir donc, avec des parts juniors. Et voilà, donc les subventions pour les talents qui sont très variables. Donc, si vous êtes un prix Nobel, on va vraiment vous dérouler le tapis rouge. On va vous offrir voilà, 5 millions de yuan, enfin, plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter un appartement, plus des centaines de milliers d'euros d'installation, plus la voiture, enfin tout ce que vous voulez en fait. Voilà, donc ça se fait au cas par cas pour les talents de très haut niveau. Et pour les talents, on va dire plutôt lambda, vous aurez généralement des subventions pour le logement, etc. Et Merci, Mickaël, pour ta présentation très, très complète. Et je voulais peut-être, si tu as un business case d'installation de start-up à développer là, sur une petite minute, est-ce que tu peux nous en parler avec un exemple concret? Alors moi j'avais du coup des amis qui donc voulaient lancer une entreprise donc, dans l'internet à Dreamtown, mais c'est vrai que ça n'avait pas marché pour eux, donc ils ont dû partir. Et non, voilà, donc ça c'est un exemple concret. Autrement, je, enfin, je comprends pas trop. Est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît? Ouais, par exemple, on m'a parlé donc du French City Brain. Ah, le Fun City Point. Bah, Peut-être que après, tu peux en dire un petit mot. ouais, bah, c'est un peu différent parce que du coup c'est un projet immobilier. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment une entreprise technologique. Donc nous, c'est un projet immobilier, donc vraiment là où on voit que le gouvernement est très pro-business, dans le sens où donc la patronne, qui vient d'un fonds d'investissement à la base, donc Fadwa Sub, qui voilà, donc elle voulait développer en fait un projet immobilier de nouvelle génération, très innovant. On utiliserait des nouvelles technologies pour avoir quelque chose euh, voilà, de soutenable écologiquement, tout en soyant en même temps rentable économiquement grâce à énormément d'innovations, notamment grâce à des coopérations technologiques entre la France et la Chine, etc. Et donc le gouvernement est toujours à l'écoute en fait. Donc nous on a trouvé, en fait on a vraiment fonctionné à la confiance. Donc c'était vraiment, on est arrivé, ils nous ont suivis, on a fait le design un peu ensemble, etc. Et au final, donc on va arriver vers quelque chose où on aura
donc un business immobilier avec donc des loisirs et en même temps des incubateurs et essayer d'attirer des entreprises pour avoir une rentabilité économique. D'accord, ben, Ouais. merci, C'est merci, pas, merci beaucoup, c'est pas Mickaël. l'exemple typique d'une startup, quoi, mais c'est intéressant. D'accord. Bon, ben, on a bien compris. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation. On va passer tout de suite à Chengdu avec Fabien. Fabien, est-ce que tu es là? Ouais. Je suis là, vous Alors, m'entendez? à toi, Fabien, tu peux y aller. Bon, j'espère que tout le monde m'entend. Ma connexion n'est pas super stable, donc je suis désolé. Bon, si je me plante un peu, j'ai plus l'habitude de parler anglais que français. Mais bon, voilà, ça fait à peu près 5 ans que j'habite à Chengdu. J'ai déjà créé 2 entreprises à Chengdu. Une au tout début de la hype des WeChat mini programmes, donc pour aider les entreprises étrangères à avoir une présence digitale sur WeChat à la base, et plus récemment une boîte d'intelligence artificielle qui fait principalement du traitement d'images dans le domaine du médical ou du retail. Je me suis retrouvé bloqué à Paris en tout début de la crise sanitaire actuelle. C'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré Simon. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité et je suis ravi de partager mon expérience à Chengdu, et j'espère que ça pourra intéresser quelques personnes sur la ville. C'est une ville que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, bah, merci de m'avoir invité et merci d'être là. Donc, next slide. Est-ce qu'on bon, ma connexion est pas super apparemment. Je suis vraiment désolé pour ça. Là, on t'entend à nouveau, Fabien. Vas-y. Ah putain, la connexion est pas super. Bon, je suis désolé. Si ça marche pas, bon. Donc ouais, la ville Chengdu, donc c'est une ville que pas tout le monde a entendu parler. C'est connu principalement positivement pour les pandas, un peu plus négativement pour les tremblements de terre dans le Sichuan. Donc c'est une ville qui est entourée de montagnes, qui a entre 11 et 18 millions d'habitants. Donc, comme pas mal de villes chinoises, les périmètres changent, il y a pas mal de gens qui viennent dans la ville. Donc, selon les années, selon le découpement qu'on fait, c'est la ville qui a quasiment 75% d'habitants en plus. Donc, c'est une ville qui n'est pas très connue, mais qui a quand même un PIB qui est assez important, qui est de… Alors, je suis désolé, je l'ai écrit en anglais. Donc, c'est 207 milliards, pas les millions, 207 milliards d'euros de PIB, donc ce qui est à peu près un tiers du PIB de Paris. Donc, c'est quand même une ville qui est quand même assez importante, qui est très moderne, qui s'est développée énormément dans les 10 dernières années. Je vais en parler un tout petit peu pourquoi. Et surtout, qui a su rester assez Chengdu. C'est-à-dire que la ville a vraiment une personnalité, une âme qui lui est propre. Donc je trouve que c'est assez intéressant. C'est une très bonne expérience en Chine. Et on va passer à la prochaine slide. Et j'espère que vous m'entendez tout le temps. Non, je suis bloqué, putain. Ouais, Fabien, coupe peut-être ta vidéo et puis on va t'entendre peut-être mieux. Fabien, est-ce que tu es encore là? Bon. Ouais. Je suis Est-ce que vous désolé avez pour ça. entendu ce que j'ai Ouais, dit? on t'a pas entendu, mais coupe ta vidéo et puis tu peux continuer, là, on t'entend à nouveau. Ouais, bon. L'internet est pas super à Charenton, je suis désolé. Donc ouais, Allez.
Chengdu s'est vachement développé dans les 20 dernières années à cause du programme de développement, grâce au programme de développement vers l'Ouest, c'est-à-dire que la plupart des villes de l'Est sont pas mal développées, ont reçu pas mal d'attention du gouvernement central. Et depuis les années 2000, il y a eu énormément d'investissements sur les villes de l'Ouest comme Chengdu, Chongqing. Donc Chengdu en a vachement bénéficié et l'urbanisation qu'il y a eu à Chengdu dans les 20 dernières années, donc j'ai pas connu, mais surtout dans les 5 à 7 dernières années que j'ai connues, c'est assez intéressant de voir la ville changer. La ville change énormément. La ville a été assez efficace à attirer beaucoup de Fortune 500, donc les plus grosses compagnies au monde. Donc il y en a plus de 50% qui sont présents à Chengdu. La stratégie de la ville, c'est essayer de développer, essayer d'attirer ces entreprises, surtout pour développer des centres de recherche et développement, pour entraîner, pour attirer et entraîner les talents à Chengdu qui peuvent après faire partir et créer leurs propres entreprises. Donc c'est assez pivotal, c'est assez un pivot de la stratégie de Chengdu pour se développer, surtout dans le domaine de l'innovation. Donc d'attirer ces entreprises pour avoir des centres de R&D à Chengdu et entraîner des talents sur place. Il y a eu dans les 5 dernières années un début d'écosystème pour start-up avec de plus en plus, je pense que ça a été un peu dans toutes les villes en Chine, mais de plus en plus d'incubateurs, de coworking space, principalement. Il y a eu un développement aussi des nombres d'investisseurs à Chengdu, mais il y en a toujours vraiment très peu de locaux, mais de plus en plus de branches d'investisseurs, soit internationales, soit nationales, qui se retrouvent à être à Chengdu parce que il y a de plus en plus de demandes de fundings. Et on va dire qu'il y a quelques années, c'était très compliqué si on était une start-up à Chengdu de lever des fonds parce que fallait aller à Shanghai, Pékin ou Shenzhen ou Guangdong ou Guangzhou. Et on va dire que le threshold, le minimum qu'il fallait avoir quand on était une start-up à Chengdu, donc pas dans une de ces grandes villes, était beaucoup plus élevé que pour les start-up qui étaient locales, ce qui a un peu stoppé le développement de quelques start-up, ou l'a ralenti par rapport à leurs counterparts dans ces autres villes. Au niveau des talents, on va dire que Chengdu a vraiment beaucoup d'universités et on a vraiment aussi de très bonnes comme UESTC, Dianzekada, qui est l'université d'électronique et de technologie de Chine. Donc, qui est une université qui est très très bonne, qui a un département d'intelligence artificielle où il y a quasiment plus de chercheurs qu'à Tsinghua. Donc, c'est pas mal. Et un des trucs pour l'économie et les opportunités, je pense que en ayant une start-up et vouloir lancer des produits, alors surtout des produits B2C, je pense que Chengdu et le Sichuan est une plateforme de lancement qui est assez intéressante. À Chengdu, nous on l'a su, je ne sais pas si les gens à l'extérieur l'ont su, mais la ville qui avait le plus de rides dans le monde pour Uber, c'était Chengdu. Donc, c'est-à-dire que les gens de Chengdu sont vachement prêts à essayer des nouvelles choses, vu que la ville s'est développée très rapidement et que le prix des services n'a pas forcément rattrapé le niveau des salaires. Les gens ont énormément plus que dans certaines autres villes en Chine, de purchasing power, de pouvoir d'achat qui est prêt à être utilisé sur des choses à essayer. Donc c'est une plateforme c'est une ville de lancement qui est assez intéressante. Bon, le Sichuan c'est 80 millions d'habitants et c'est très bien pour tester des nouveaux produits parce que la population a l'argent disponible et aussi est assez ouverte d'esprit pour vouloir essayer. Donc c'est un avantage non négligeable. C'est assez intéressant. Et il y a plein d'aides aussi
Je crois que Mickaël en a parlé. Bon, c'est un peu pareil dans toutes les villes. C'est toujours évidemment du cas par cas, mais il y a plein d'aides, que ce soit pour les startups locales ou les startups étrangères qui veulent se développer à Chengdu. Donc, j'espère que vous m'entendez mieux. Et next slide. C'est parfait, hein, on t'entend vraiment très bien maintenant. Bon, c'est bien. Bon, c'est ma tête qui passe pas sur Zoom. C'est pas grave. Bon, ça, je pense que c'est assez important d'en parler. On va dire que le style de vie à Chengdu, enfin moi j'ai vécu à Pékin, c'est très différent. C'est toujours assez intéressant de voir, de voir des gens qui font la queue encore à 1h du mat le samedi soir pour aller manger des fondues chinoises dans le centre-ville. Donc il y a une tradition culinaire très forte à Chengdu, donc les gens adorent vraiment aller au restaurant, essayer des nouvelles cuisines, des nouveaux restaurants. Donc c'est une partie qui est assez importante de la vie à Chengdu. C'est pas rare à la fin d'une journée de boulot à 10h, à 9 ou 10h, d'aller manger un hot pot tranquille. C'est assez sympa, c'est assez relax. Euh, on va dire que les gens ont assez l'image que Chengdu est une ville vachement relaxe, que les gens veulent pas bosser. Je vais dire que c'est plutôt pour l'ancienne génération de manière générale. On va dire que les gens qui ont entre 25 et 35 ans, j'ai vraiment l'impression que c'est des bosseurs aussi. On va pas dire que ça va être au niveau de Shanghai ou de Pékin où les gens sont tout le temps au boulot, mais les gens bossent vachement, mais ils savent aussi party hard. Donc bon, KTV et hot pot à la fin, c'est assez normal de la journée. Pour la culture, bon, c'est une ville qui est assez culturelle, c'est une ville qui est très ancienne en Chine, donc forcément, il y a une histoire qui est assez riche. Il y a des trucs à visiter qui sont assez sympas. Et, bah, je pense que ça joue pas mal. Après, on va dire que Chengdu est assez sympa au niveau des arts. Il me semble avoir lu, alors bon, c'est pas dans la communication officielle, hein, mais que Chengdu était la capitale homosexuelle de Chine. Donc c'est un point assez intéressant. Donc, comme si vous voyez dans le 4e, c'est assez développé de manière générale, l'art et tout ça. Donc, il y a plein de zones qui sont vachement intéressantes, qui sont assez new age et la ville est assez développée et vachement sur ce côté-là. Et après, bon, bah, comme j'ai dit, c'est entouré de montagnes. Donc, aller faire un petit tour à Humei Mountain ou d'autres montagnes autour, pendant le week-end, c'est assez commun. Et donc, ouais, c'est une ville qui est, mine de rien, donc assez relax. C'est pas rare d'aller faire un petit tour de business tout en allant boire un peu de thé dans un salon de thé aux alentours ou à Chengdu. Donc voilà, je pense que le lifestyle, c'est assez important dans la vie à Chengdu. Donc c'est pour ça que je voulais en parler et pas parler que des trucs économiques. Et donc voilà, donc si vous avez des questions sur Chengdu, n'hésitez pas à en parler maintenant. Ou si vous voulez, vous pouvez m'ajouter sur WeChat. Si vous êtes intéressé par la Chine et que vous n'avez pas WeChat, je pense que vous téléchargez WeChat. Voilà. Alors justement, on a une question, Fabien, pour toi. J'en profite pour dire que tout le monde peut poser des questions, bien sûr, sur le chat, et puis je serais ravi de les relayer auprès de nos intervenants. Ouais. Donc c'est de Shanghai Guest. Bonjour Fabien. Qu'est-ce qu'un entrepreneur français pourrait idéalement proposer comme produit ou service dans une ville comme Chengdu qui intéresserait les consommateurs locaux? Alors, premièrement, moi je pense que un truc qui est très low-tech, hein, enfin, qui n'est pas du tout relié à l'innovation, c'est de la bouffe. Enfin, franchement, je pense que faire une entreprise de bouffe, enfin, un restaurant, une boulangerie en Chine, ça marcherait très bien. Bon, ça, c'est très low-tech. Après, qu'est-ce qu'on a vu qui marchait bien? Alors, bon, moi, je ne vais pas me considérer comme une entreprise française. C'est assez. Parce que, bon, enfin, j'ai passé 5 ans en Chine. Enfin, mon cofondateur est chinois. Donc, ce n'est pas exactement une truc française.
Qu'est-ce qui marche bien? Alors, on a essayé, il y a quelques années, j'ai vu des trucs médicaux qui essayaient de s'introduire à Chengdu. Je trouve que c'était pas trop mal. Il y avait une grande demande il y a quelques années. Maintenant, on va dire que c'est un peu plus dur parce que ça s'est vachement développé en Chine, donc il y a plus de compétiteurs locaux. Mais toujours, je pense que s'il y a des bonnes innovations au niveau médical, des medical devices, enfin des équipements médicaux ou même des services médicaux, c'est toujours des trucs qui sont assez appréciés et qui sont assez, surtout à Chengdu, parce qu'il y a un focus du gouvernement surtout sur le médical. Donc ça, c'est toujours des trucs assez sympas. Je pense que le gaming aussi, le Chengdu est assez connu pour, ils ont pas mal de succès, des rachats de compagnies, des rachats de studios par Tencent ou NetEase, parce que c'est assez connu pour avoir une bonne communauté de développeurs gaming. Donc je pense que c'est aussi, le gaming, c'est aussi un truc assez important à Chengdu. Je pense que des entrepreneurs français qui font des jeux vidéo pourraient assez être intéressés par Chengdu. Il y a Ubisoft d'ailleurs qui est implanté à Chengdu. Pour des trucs plus B2C, donc c'est toujours un peu compliqué. Enfin, je pense qu'il y a de dire un produit spécifique. Faudrait que j'y réfléchisse plus. C'est une question qui est assez intéressante, même si je pense que c'est la bonne région pour tester. En ce moment, il n'y a pas. Enfin, je suis assez éloigné maintenant. Mais Fabien, quand on a discuté de ce webinaire, tu m'as dit j'aimerais bien parler un peu de culture. Je sais qu'on a quelques auditeurs qui viennent un peu de ce milieu-là. Tu veux en dire un petit mot supplémentaire? de culture, Ouais, produits ouais, culturels. alors, non, il y a pas. Alors, il y a des innovations dans la culture. Il y a plein de musées à Chengdu. Il y a par exemple le musée des Trois Royaumes qui est assez intéressant. Il y a aussi un des premiers musées sur le début de l'agriculture en Chine, qui est aussi assez intéressant. Au niveau de l'innovation et de la culture, j'ai vu des entreprises faire des trucs assez sympas. Surtout au niveau digitalisation de tous les assets d'un muséum, reconstruction en VR reconstruction en VR de certains édifices qui ont été cassés et de pouvoir les voir directement de son smartphone, de pouvoir tourner autour et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal au niveau d'intelligence artificielle et de VR. Donc, ouais, non, il y a pas mal d'innovations là-dedans. Bon, Euh, merci Fabien pour cette belle présentation. Et puis on reviendra vers toi s'il y a des questions supplémentaires sur Chengdu. On va passer à Thibaut. Thibaut, tu nous entends? Ça marche. Oui, oui, très bien. Vous m'entendez bien? Voilà. À toi quand tu veux, Thibaut. Alors, donc moi, je vais vous parler un petit peu de Hong Kong, où j'ai passé un an, l'année dernière. Là, je suis rentré tout récemment en France. Alors, ce que je peux dire, c'est que je vais peut-être parler déjà d'un point de vue macroéconomique de la situation, et puis après d'un point de vue plus financier sur un petit peu les activités de Natixis. Est-ce que, le rôle de la finance, quel rôle la finance peut avoir aussi dans les années qui viennent, parce que c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de changements. Alors déjà, d'un point de vue macroéconomique, ce que je peux dire et mon ressenti un petit peu de ce que j'ai vu en fait cette année avec les quelques bouleversements qu'il y a eu, d'abord sur la question des manifestations qui ont commencé en juin 2019 et qui se sont poursuivies jusqu'à janvier 2020, juste avant qu'en fait le virus oblige les gens à rester chez soi. Et ensuite, donc le virus qui se poursuit aujourd'hui et qui, donc ces deux aspects-là ont quand même profondément fragilisé la situation économique de Hong Kong. Je pense que donc les secteurs qui ont été les plus touchés, c'est évidemment le retail, le tourisme et l'hôtellerie. Donc ces trois secteurs sont évidemment fortement dépendants des arrivées de touristes. Donc ça a été
un peu le premier choc qui a été ressenti dès juin 2019 avec les manifestations. Je crois que, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'il y a eu un effondrement de 80% de l'arrivée des touristes chinois, qui sont de loin les premiers contributeurs dans ce secteur-là. Après, sur le plan du tourisme d'affaires, il est resté stable en fait pendant la crise politique, mais c'est vrai qu'il s'est effondré en fait à partir du virus. Et c'est vrai que plus personne maintenant ne peut venir à Hong Kong sans passer par la fameuse quarantaine qui, évidemment, restreint énormément donc le voyage d'affaires, les voyages d'affaires. Donc, ce qu'il y a eu, c'est que beaucoup de restaurants et de petits commerces ont dû fermer. Ça s'est fait assez progressivement, mais c'est vrai que quand on se promène en fait dans les rues de Hong Kong, on s'en rend assez vite compte, surtout dans les quartiers qui sont les plus populaires où il y a très peu les petits commerces ont très peu de trésorerie, donc en fait il suffit de 2 semaines, un mois sans activité pour qu'ils doivent fermer. Ensuite, sur le retail, donc les chaînes de luxe ont aussi vu leur vente s'effondrer. Ça, c'est donc dû au tourisme chinois qui s'est arrêté. Mais la situation n'est pas catastrophique pour autant, puisque bon, les ventes à l'étranger en fait compensent ce volume qui s'est effondré à Hong Kong, donc c'est pas préoccupant à court moyen terme, mais bon, c'est une situation qui n'est pas forcément favorable. Après, sur les autres secteurs économiques, il n'y a pas eu tellement enfin, les répercussions sont fortes, mais pas forcément dues à Hong Kong en particulier. C'est plus au commerce international et à tous les bouleversements qu'il y a eu. Donc ça, c'est plutôt après, en fait, plus tard dans l'année, donc plutôt à partir de 2020 que les répercussions ont eu lieu sur les autres secteurs. Je pense au secteur des services. Par exemple dans le transport ou dans le transport de marchandises, le transport aérien, et ensuite tous les secteurs d'export, import-export de tech, par exemple d'ordinateurs ou de semi-conducteurs, qui pour beaucoup transitent, je pense notamment aux semi-conducteurs qui transitent beaucoup par Hong Kong. La situation s'est dégradée vraiment avec la crise sanitaire. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, Hong Kong a encore un rôle à jouer. Donc sur le plan en fait ça reste un hub régional de commerce et d'import-export. Et c'est vrai que je peux rebondir après sur le point de vue plus financier, mais c'est toujours en fait une plateforme extrêmement importante pour la Chine pour exporter des produits via son port, qui est quand même dans le top 10 mondial, si je me trompe pas. Et donc, c'est un rôle, Hong Kong a un rôle important dans l'import-export de marchandises, mais aussi évidemment dans l'import-export de services et financiers, puisque c'est le lieu où il y a le plus de levée de fonds pour les startups et les grandes entreprises chinoises qui ont besoin de capital. Donc, ça va être un hub financier régional qui, de mon point de vue, va encore perdurer pendant de nombreuses années, puisque Hong Kong jouit de nombreux avantages fiscaux et politiques, malgré les restrictions qu'on voit qui se mettent en place. Voilà. Je pense que le rôle de Hong Kong n'est pas menacé à court terme d'un point de vue strictement économique. Et peut-être que dans 10-20 ans, la situation va effectivement évoluer et les transferts de capitaux vont se faire plus vers la ville chinoise voisine de Shenzhen, qui en capte maintenant également beaucoup et qui se positionne comme une rivale assez importante au même titre que Shanghai. Mais pour l'instant, en tout cas, les investissements cross-border se maintiennent à un niveau encore très élevé. Et
et on voit que beaucoup de transactions, donc il y avait Alibaba récemment, je crois qu'il y avait levé des fonds et beaucoup de transactions en fait d'entreprises qui veulent se développer à l'international via des opérations M&A ou des levées de fonds, tout simplement, se font en Hong Kong. Voilà ce que je peux dire d'un point de vue plus financier. Merci Thibaut pour cette présentation. Peut-être que tu peux revenir un peu en détail sur les activités de Natixis à Hong Kong. Oui, alors Natixis, il faut savoir que c'est donc la 4e banque d'investissement française, après Société Générale, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. C'est une banque qui opère uniquement sur les investissements et les opérations, enfin le financement d'entreprises et de capitaux. Et donc à Hong Kong, en fait, c'est le siège régional qui est basé. Il y a 700 personnes en Asie, dont 300 à Hong Kong. Et donc, les activités, en fait, elles sont réparties entre des activités de trading et de financement structuré. Donc, 2 activités qui sont complémentaires. Donc, du côté des financements structurés, en fait, on peut citer notamment le secteur des énergies renouvelables, donc par exemple les champs d'éoliennes, les panneaux solaires, la construction de panneaux solaires, et l'aviation, donc le financement en fait d'avions par des compagnies de leasing ou par des compagnies aériennes. Et donc, ces 2 secteurs-là sont les principaux secteurs pour lesquels Natixis a une forte expertise et donc a permis donc à la banque d'avoir des résultats assez intéressants ces dernières années, donc qui ont été un peu perturbés évidemment ce dernier semestre. Et donc, à côté de ça, on a des activités de trading. Donc, ces activités de trading, elles ont pour but de hedger des financements, enfin de hedger la trésorerie des entreprises qui est placée dans des autres monnaies, par exemple, donc du hedging de Forex ou l'échange de matières premières sur les marchés, des opérations également de taux qui sont faits par la banque. Et donc, en tout cas, les clients sont des gros corporates. On a par exemple Fosun comme corporate chinois. On avait Thai Airways en Asie aussi, qui est donc une compagnie aérienne. On avait des entreprises aussi très implantées dans l'énergie, donc des producteurs d'acier par exemple, qui se dirigeaient donc vers Natixis pour leurs opérations de financement structuré ou de hedging. Voilà, donc un petit mot maintenant sur un peu les répercussions de la crise sanitaire. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui ont été fragilisées et qui ont dû passer beaucoup de provisions dans leurs comptes, et ce qui a en fait conduit à une augmentation des montants en fait à risque. Et donc, ça conduit la banque à devoir placer elle-même beaucoup de capitaux qui vont peser évidemment sur sa capacité à se développer. Je pense que ça reste, enfin, ça va dépendre de la situation, mais vu la reprise économique en Chine, je pense que la situation va s'améliorer graduellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de répercussions sur les effectifs qui sont un petit peu en tension et sur le business en général. Merci Thibaut pour cette présentation. On a une petite question pour toi de John qui nous dit: Bonjour, comment Natixis envisage son expansion en Chine tout en préservant son siège régional à Hong Kong, malgré le conflit politique actuel avec la Chine ainsi qu'avec les États-Unis? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà, Natixis a un bureau, a des bureaux en Chine, donc un bureau à Shanghai et un bureau à Pékin, qui sont beaucoup plus petits que celui de Hong Kong et même que celui de Singapour. Mais en tout cas, le shift en fait vers la Chine, il fait partie d'un mouvement plus global d'investissement, enfin de développement vers cette zone qui est pleine d'opportunités, et notamment dans les secteurs qui font l'expertise de Natixis. On sait que la Chine, c'est un des premiers
producteur d'énergie solaire et éolienne maintenant. Dans ce domaine-là, sur le marché de l'aérien, la Chine va devenir le premier marché du transport aérien d'ici 2022 ou 2025, je crois, si on en croit les estimations de notes macroéconomiques. Donc, c'est vrai que sur ces questions-là, Natixis va pouvoir offrir ses services et elle a un avantage particulier puisqu'elle peut en fait proposer une complémentarité des produits. Et c'est aussi ce qui fait la force de cette banque, de la structure qui est assez petite en Asie, c'est qu'elle peut avoir des solutions un peu plus tailor-made que ses concurrentes. Voilà, donc sur ces secteurs-là, je pense qu'il y aura un développement assez poussé qui va se faire dans les années à venir. Merci beaucoup Thibaut pour cette belle présentation. Ah, il y a une question supplémentaire qui porte sur le secteur de la santé. Est-ce que tu as quelques informations sur les évolutions dans le secteur de la santé à Hong Kong? Oui, alors très intéressant aussi le secteur de la santé. Alors plus Question de Huan Yu. spécifiquement Hong Kong. Huan Yu. C'est Oui, spécifique à Hong Kong. spécifique à Hong Kong. Alors, le secteur de la santé, c'est une question intéressante. Donc, c'est effectivement un secteur qui croît beaucoup et pour lequel Hong Kong est assez fort. Il y a beaucoup de sociétés, justement, de ce que j'avais vu, il y a beaucoup de sociétés en fait de tech dans la santé notamment, parce que Hong Kong n'est pas forcément reconnue comme étant très très forte dans le domaine de la tech. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par rapport à la Chine, c'est beaucoup moins avancé à ce niveau-là. Voilà, il y a très peu de paiements mobiles. Voilà, le digital n'est pas aussi implanté qu'en Chine, mais en tout cas, dans la santé, il y a beaucoup de choses qui se font et beaucoup d'innovations, je crois. Et c'est vrai que les hôpitaux hongkongais sont très reconnus à l'international. On peut prendre tout simplement l'espérance de vie à Hong Kong qui est une des plus élevées au monde, donc au même niveau que la France, je crois 82 ans pour les femmes à peu près. Et donc, en fait, la prise en charge des soins est très bonne. Il y a des hôpitaux publics de très grande qualité et on a vu que pour le virus, en fait, la situation a été maîtrisée, contenue et les réflexes de la population sont là. Donc, je pense que après, du côté des innovations technologiques dans la santé, il y en a beaucoup qui sont faites en coopération avec des universités locales, donc HKUST, Hong Kong University of Science and Technology, qui est assez reconnue. Il y a aussi Chinese University of Hong Kong, qui est une des premières, qui est peut-être d'ailleurs meilleure encore que HKUST dans la santé, qui forme des médecins de haut niveau. Mais après, je n'ai pas d'idée de produit spécifique dans ce domaine-là, mais je sais que c'est une place reconnue aussi. Eh ben, merci beaucoup Thibaut pour cette présentation vraiment passionnante. On va passer à Juan qui va nous parler de Xi'an. Je vais juste mettre la présentation correspondante. Juan, est-ce que tu m'entends? Ah. Il faut activer le son. C'est bon? Vous m'entendez? Ah, voilà, tout le monde t'entend. Ah, super. Donc, bonjour tout le monde. Tu peux commencer. Dis-moi juste quand tu souhaites que je passe les slides. Ok, très bien. Très heureux de vous rencontrer ici dans cette conférence sur Net. Je suis en Chine actuellement, à Xi'an. Et sinon, en France, je suis basé à Lille. C'est banlieue parisien, pas très loin. Xi'an, c'est mon pays natal. Donc, je vais parler de mon pays natal mon deuxième pays natal plutôt, c'est à Lille. Et donc, cette province qui se trouve au milieu de la Chine, qui est en fait le berceau de la civilisation chinoise, qui est aussi le pays natal du président Xi Jinping. Qui fait un peu plus de 205 000 km² et 38 millions d'habitants. Donc un peu plus que la moitié de la France. Xi'an, c'est le chef-lieu de la province.
Et donc, sous l'ancien nom qui s'appelle Chang'an, qui était l'une des 4 anciennes capitales du monde. Et, et c'est le point de départ de l'ancienne route de la soie. Pendant plus de 1100 ans, il y a une dizaine de régimes et de dynasties trouvent leur capitale en Chine. Voilà, cette carte-là, elle est assez parlante. Sur une carte de la Chine, donc le petit morceau vert, c'est Shanxi. Donc, je profite de cette carte pour parler rapidement son secteur logistique. Comme il se trouve au milieu de la Chine, pour ceux qui connaissent bien les théories logistiques, il faut se trouver au milieu de quelque chose pour optimiser le coût de transport. Donc, c'est le cas de Shanxi, en fait. Donc, cette province, elle est bien au milieu et il y a un aéroport qui se trouve les top 5 et une gare TGV, on appelle en Chine pas TGV, mais le train rapide chinois, et aussi un train de marchandises qui va jusqu'à Lille. À côté de Lille, il va à Duisburg en Allemagne et il va juste à côté de Lille, donc en train. Donc c'est assez pratique pour tout ce qui est logistique. Donc je continue. Donc d'abord, Shanxi est très riche en sources naturelles. Il est une part importante d'énergie et de chimie en Chine. Aussi, il est doté de réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Et surtout, Shanxi concentre nombreuses universités renommées nationalement et internationalement. Donc, en fait, nous avons 1,3 million d'étudiants dans la province. Surtout, dans la ville de Xi'an, il y a 10 millions d'habitants, dont 1 million d'étudiants. C'est vraiment son point fort. Par exemple, des grandes sociétés comme Huawei, comme Tencent, ont leur centre de recherche à Xi'an. Et aussi, je parlais de, comment il s'appelle, le géant coréen de téléphone mobile se trouve son base de production aussi à Xi'an pour la partie, oui, Samsung, pardon, j'ai un trou. Donc, son centre de production de processeurs à Xi'an. Voilà. Je vais parler de. Vous pouvez dérouler la slide. Je vais parler un peu de l'économie. Donc, la valeur totale de la production a atteint 320 milliards de dollars en 2018, donc une augmentation de 8,3%. Et le PIB, en fait, je parle en même temps, mais vous pouvez dérouler le PowerPoint parce que il y a beaucoup de jolies images en fait. Vous pouvez regarder en m'entendant. Et nous avons une zone de démonstration de l'industrie agriculture. Et puis, qui s'appelle Yangling. En fait, c'est là où on fait la démonstration des technologies agricoles avant de les faire propager sur toute la Chine, surtout sur la partie sécheresse et semi-sécheresse. C'est très important parce que c'est une portail d'entrée en fait pour les sociétés qui ont des technologies agricoles pour entrer en Chine. Et nous avons, pour faire peur, 1 sur 7 pommes produites dans le monde est produit dans la province. Et c'est la plus grande aussi production de kiwi dans le monde. Et nous avons beaucoup de secteurs anciens comme l'aviation, l'aérospatiale, l'énergie, les machines, l'électronique. Aussi des nouveaux secteurs, des nouveaux piliers qui sont en plein développement. L'industrie moderne chimique, l'industrie automobile, l'industrie de fabrication des avions et de la robe spatiale et l'équipement de haut de gamme, les techniques informatiques de nouvelle génération, les nouveaux matériaux
et la médecine moderne. Voilà, ce sont quelques secteurs importants. Et puis, vous regardez un peu les images de la province. C'est une province de berceau de la civilisation chinoise. Donc, il y a beaucoup de touristes. Je dirais que c'est le plus haut lieu touristique en Chine, avec une soixantaine de l'empereur enterré sous sa terre. Et donc, que ce soit Chirac, Mitterrand, Macron, Sarkozy, tout le monde, en fait, quand il passe en Chine, et il passe certainement soit la première fois, soit la deuxième fois, il va passer par Xi'an. Donc, nous avons une tradition de recevoir des présidents français dans notre ville et surtout dans l'armée en terre cuite qui est fameuse dans le monde. Et voilà donc l'image de Macron en 2018. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous avons beaucoup d'échanges internationaux. Nous avons un lien aérien qui relie en fait Xi'an et Paris, 2 à 3 vols par semaine, qui est assez pratique. Sinon, on peut toujours transiter par Pékin, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Kunming. Enfin, il y a beaucoup de vols qui vont à Xi'an direct ou avec un intervalle, avec un changement. Et donc, c'est assez pratique pour y arriver. Et puis, je dirais, de façon générale, pas seulement sur la province de Shanxi, je dirais toutes les provinces, en fait, sont il faut imaginer comme des mini-pays, en fait. Donc, sur 20, 30, 40 millions d'habitants, vous avez tout à faire. On posait la question, qu'est-ce qui marcherait bien dans telle ville? Je dirais, à un moment que vous avez une différenciation, un produit ou un service spécifique, il y a un marché. Ce sont des marchés en fait qui sont totalement qui justifient en fait la présence de quelque chose. Et donc quand vous imaginez en Chine, ça n'existe pas le marché chinois. Ça existe des marchés régionaux. Donc il faut toujours commencer par quelque part. À part sur des business en ligne, des e-commerce, là vous ciblez plutôt des internautes partout dans la Chine. Si vous prenez que ce soit des produits industriels ou des produits P2C, vous devez de toute façon commencer par quelque part. Et là, il faut voir les points forts de chaque région. Et en l'occurrence, ici, je pense pour la France, tout ce qui est l'aérospatial, l'aviation, l'informatique, l'électronique, médecine, les matériaux, que ce soit pour la production ou pour la recherche. Nous avons les meilleures universités de Chine qui se présentent ici et surtout beaucoup de matières grises qui font en fait, la réserve en fait, de développement dans l'avenir. Et d'ailleurs, je profite aussi pour présenter un peu l'impact de Covid sur l'économie chinoise. C'est vrai que nous avons fermé le pays pendant 2 mois dans le premier trimestre et qui a coûté considérablement à l'économie. Mais depuis, maintenant, quand j'ai vu des chiffres, depuis deuxième trimestre, nous commençons à progresser. Et troisième trimestre, nous avons totalement des chiffres en progression par rapport à l'année dernière, en même période. Donc, je dirais que peut-être c'est le seul pays en rebond dans l'économie actuellement dans le monde. Donc, je pense que, bien sûr, on parle toujours d'une crise, mais il faut voir l'opportunité dans la crise. Et je pense que tout à l'heure, il y a d'autres intervenants qui ont parlé des politiques de soutien pour les startups ou bien pour les entreprises qui souhaitent s'implanter en Chine. Et nous pouvons vous aider à identifier ces aides et ces villes adaptées à vos besoins.
Donc, ma présence est permanente normalement en France. Cette année, avec Covid, bon, je reste un peu plus en Chine, mais heureusement, on est en 20e siècle. Nous avons plus de possibilités de parler, d'échanger sur, en ligne, donc c'est pas un problème. J'ai noté mon adresse mail et mon téléphone et comment s'appelle compte WeChat dans le chat. Et puis, j'ai demandé aussi à Simon de vous envoyer donc des présentations, celui-là, aussi deux autres, un sur la zone de Yangling sur l'agriculture et l'autre sur le Free Trade Zone de Xi'an. Et donc, je suis en France. Donc, si vous avez, enfin, je suis normalement en France. Si vous avez des questions, je suis là, comment dire, très réactif. C'est d'ailleurs, je représente le département du commerce de la province du Shanxi, qui en fait qui est très sensible, la province du Shanxi est très sensible à sa relation avec l'Europe, notamment avec la France, donc qui installe un bureau de représentation économique en France. Et c'est moi-même qui représente ce bureau. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez des projets. Qu'est-ce que je peux dire de chez moi? Donc, Merci, oui, merci Juan pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un cas d'entreprise que vous avez suivi ou que vous avez vu passer et s'installer à Xi'an? nous avons ici une société SNCF. Nous avons ici aussi du Safran. Nous avons ici des sociétés bien sûr Accor comme groupe hôtelier que vous connaissez bien, et nous sommes en train de travailler sur deux sociétés dans l'environnement en fait, qui travaillent sur des technologies environnementales pour traitement de fumée et euh, comment dire, récupération d'énergie perdue pour produire de l'électricité à base de basse température. Voilà, ce sont des projets dont nous suivons. Aussi des grands projets que je vous ai cités. Et puis aussi il y a un centre de recherche de EDF. Hein, donc, on a des coopérations sur beaucoup de choses avec la France. En fait. Il y a une question, j'ai vu. Je regarde. Oui. Il y a une question. Quel type de société étrangère ou quel secteur d'activité peut être accepté dans la zone de libre-échange de Xi'an? De la part de Shanghai Guest. En fait, la zone de libre-échange, Free Trade Zone, ce qui veut dire en fait, c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup moins de paperasse. Il y a une liste qu'on appelle liste négative. À part ces secteurs sur lesquels les sociétés étrangères ne sont pas autorisées, tout le reste n'a pas d'autorisation à demander. Et puis, au niveau de taxation, c'est tout à fait au niveau international et aussi sur la douane, c'est-à-dire les productions qui se trouvent dans ces zones de libre-échange, ce sont, on appelle des produits non taxés, toujours restés dans la zone internationale. Vous pouvez les exporter comme vous pouvez les vendre en Chine. Donc, et puis aussi sur beaucoup de choses comme le loisir, par exemple, il y a des choses que vous pouvez, comme la finance ou le loisir, des choses que vous ne pouvez pas faire en Chine qui ne sont pas autorisées, mais dans la zone libre-échange, vous pouvez le faire. Donc, ce sont des zones pilotes, expérimentales, des zones, je dirais, internationales, qui souhaitent faire un maximum moins de restrictions, plus de liberté de faire ce qu'on veut comme activité et moins d'administration possible. Et moins de restrictions possibles. C'est l'esprit en fait de ces zones de zones libre-échange. Pour revenir à cette question, quel type de société étrangère? Je pense que d'abord ce sont des sociétés qui ont besoin d'être réexporter leurs produits. Je pense que ça c'est intéressant. Et après, je pense aux sociétés qui ont leur secteur
là, il faut parler de cas par cas, je n'ai pas dans ma tête, mais peut-être dans certaines activités qui ne sont pas autorisées ou qui ont beaucoup d'autorisations à demander ailleurs. Et par contre, dans ces zones de libre-échange, ce sont des secteurs qui ne sont pas listés sur la liste négative. Donc, vous pouvez le faire directement pour gagner du temps. Voilà. Après, je reviens à la question précédente que j'essaie d'expliquer. C'est que chaque province, voire chaque ville de 10 millions d'habitants, c'est un marché à part entière, en fait. Plus ou moins grande. À partir du moment où vous avez une spécificité, une différenciation, quelque chose de innovant, vous n'allez pas vous tromper, en fait. Il n'y aura pas de mauvais choix. Il n'y aura pas de choix d'échec. Vous commencez par un endroit ou par un autre. Ce sont des mini-marchés, des mini-pays, en fait. Donc, à quelques dizaines millions d'habitants, je pense que tout est à faire. Après, toujours, c'est très, très important, c'est si vous êtes coiffeur et que vous vous installez en Chine et que votre salon de coiffure n'a rien de différent par rapport au salon de coiffure chinois, à part vous êtes blanc, je pense qu'il ne faut pas y aller parce qu'il n'y a pas ce que j'ai dit de différenciation. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous trouviez quelque chose de spécifique. Par exemple, tout à l'heure, un collègue parlait de boulangerie. Voilà, parce que les boulangeries à la française sont pas très nombreux ou pas très présents. À Shanghai, il y en a beaucoup, mais dans les autres villes, il n'y en a pas beaucoup. Et par exemple, c'est un concept à développer. Ou des pâtisseries à la française. Je donne un exemple sur la restauration, hein, mais il y a d'autres exemples. Sur le high-tech aussi, si vous avez un procédé ou un savoir-faire spécifique qui est en fait, en avantage dans le monde et en Chine, les autres font moins bien, je pense que ça vaut toujours le coup de tenter le marché chinois. Et voilà. Bon, merci Juan pour cette présentation très intéressante. On a un peu débordé du temps imparti, donc on va conclure le webinaire. Je voudrais donc remercier un peu tous ceux qui ont participé à la fois à l'organisation de ce webinaire, notamment Laetitia, Louis, Anna, Édouard, Louise. Ceux qui sont venus intervenir, donc vous-même, Juan, Zhang Jing, Thibaut Ruinet, Fabien Martin et Michael Fartaoui. Et donc, je voulais vous dire à tous que vous pouvez évidemment nous contacter pour demander plus d'informations, pour poser des questions supplémentaires aux intervenants, pour suivre les actualités de l'association. Donc, vous pouvez nous contacter sur le mail qui s'affiche sur vos écrans. Et évidemment, vous pouvez rester connecté sur notre site internet pour suivre un peu les actualités de l'économie et du commerce franco-chinois. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.